le journal. Très ravi de vous retrouver à travers cette édition de la mi-journée, un journal que nous co-présentons avec Diène Balaka Mbombo qui est avec nous sur ces plateaux. Bonjour Diène. Bonjour Eric, bonjour chers téléspectateurs. À la une de l'actualité de cet après-midi, un rapport accablant sur la ville d'Uvira dans la province du sud de Kivu, rendu public. L'ONG Human Rights Watch accuse le M23 de Rwanda dans son tout dernier rapport des viols, de meurtres et enlèvements. L'organisation a également rapporté des cas de violences sexuelles commis sous la menace d'armes à feu. On en parle dans un instant. Également au sommaire de votre 13h30, les virus Ebola des retours en RDC, cette fois-ci dans la province de l'Ituri. Les tout premiers bilans de cette nouvelle épidémie semblent lourds. 246 cas identifiés, la province est en alerte et l'angoisse monte dans des écoles. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, le calme revient petit à petit dans le grand Bandundu après des années de violence et d'insécurité. Les signaux d'un retour progressif à la paix se signalent déjà. Plusieurs effets militaires ont été réceptionnés par une mission gouvernementale. Des effets remis par le milicien Mobondo. Voilà tout pour le titre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois, bonjour. Bienvenue sur le régional radio-télévision nationale congolaise. Construire n'importe comment, c'est fini. Le président de la République tape du poing sur la table. Kinshasa et toutes les villes du pays devront respecter les normes de construction et du urbanisme. Des mesures contraignantes ont été annoncées pour moderniser le ville de la RDC. Des mesures prises du dernier conseil de ministres présidé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On écoute l'extrait de cette réunion avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Boulet. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. Du respect des normes de construction, d'urbanisme et d'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. Le président de la République a commencé sa communication en abordant la question du respect des normes de construction et d'urbanisme sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans les grandes agglomérations urbaines, et plus spécifiquement dans la ville-province de Kinshasa, où il est observé une multiplication soutenue des constructions de tout genre. Cette dynamique, portée par l'ambition légitime de nos populations et des investisseurs, constitue un signal positif de développement, de modernisation urbaine et de vitalité économique. Cependant, il a relevé avec préoccupation que cette expansion urbaine s'opère souvent dans un désordre intolérable, marqué par le non-respect des normes urbanistiques, cadastrales, architecturales, environnementales et sécuritaires, avec notamment la construction d'immeubles à étages dans les zones destinées à des habitations basses, y compris à proximité d'édifices sensibles de l'État, au mépris des impératifs de sûreté publique, d'esthétique urbaine et d'aménagement harmonieux de nos villes. Le président de la République a constaté également que dans plusieurs chantiers, particulièrement à Kinshasa, des matériaux de construction tels que les sables, les caillasses, les moellons et autres agrégats sont anarchiquement entreposés sur la voie publique, impactant négativement la circulation routière, empêchant l'écoulement normal des eaux de pluie et aggravant l'insalubrité ainsi que la dégradation de l'environnement urbain. Il a rappelé la nécessité pour le gouvernement à veiller au strict respect des normes urbanistiques et des constructions. Face à la persistance de cette situation, il est désormais impératif de rétablir l'ordre, l'autorité de l'État et la discipline urbaine. La modernisation de nos villes ne pouvant se faire dans l'anarchie, ni au détriment de l'ordre public, de la sécurité collective et des règles d'aménagement du territoire, a-t-il précisé. Je le dis au sommaire, un rapport accablant sur la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu a été rendu public. L'ONG Human Rights Watch accuse le M23 et le Rwanda dans son tout dernier rapport rendu public le 14 mai dernier des viols, de meurtres et enlèvements. L'organisation a également rapporté des cas de violences sexuelles commis contre le fils et femmes sous la menace d'armes à feu. Le contenu de ces rapports avec Joseph Oscar Mbalkaïch. Ces rapports publiés le 14 mai 2026 par Human Rights Watch
parle non seulement d'instabilité, des conflits armés ou de tensions régionales, mais aussi d'exécutions sommaires, des viols, des disparitions forcées, d'enlèvements et d'atrocités commises contre des populations civiles à Uvira. Allusion faite ici aux êtres humains qui sont fauchés, aux Congolais qui sont massacrés à longueur de journée. Ces rapports désignent clairement le M23 et les forces rwandaises comme acteurs présumés de ces crimes. Ainsi, après les alertes répétées des organisations internationales, après les images insoutenables venues de l'Est et après les témoignages des survivants, le monde continue d'ouvrir les yeux sur une vérité que certains refusent encore d'admettre. Cette guerre n'est pas une rébellion congolaise, c'est une expédition militaire étrangère menée sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Mais au-delà des chiffres, il y a des scènes décrites dans ces rapports. Elles glacent l'âme humaine. Human Rights Watch rapporte que des civils qui tentaient de fuir les combats auraient été pris pour cible par des hommes armés de l'AFC M23 et de l'armée rwandaise. Des familles entières courent pour sauver leurs enfants sous des tirs. Des habitants contraints de quitter leur maison dans la panique pendant que des rafales résonnaient derrière eux. Des jeunes hommes arrêtés lors des opérations porte à porte, puis amenés vers des destinations inconnues. Des femmes violées dans une guerre où le corps de la femme congolaise devient encore une fois un champ de bataille. Des enfants séparés de leurs parents, c'est la scène macabre à laquelle est livrée la population de la partie est de la RDC. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait donc raison de dénoncer sans ambiguïté les caractères criminels et expansionnistes de cette entreprise de déstabilisation, pendant que d'autres relativisent encore. L'RDC, de nouveau frappé par le virus Ebola, n'est-ce pas Diane Balaka? Effectivement, le virus Ebola de retour en RDC, cette fois-ci dans la province de l'Ituri. Les tout premier bilan de cette nouvelle épidémie semble assez lourd. 246 cas suspects déjà identifiés et 80 décès rapportés. La province est en alerte et l'angoisse monte dans des écoles. Tous les dispositifs d'urgence sont installés pour freiner la propagation. Suivez ces reportages de Junior Selimani. En Ituri, l'inquiétude grandit. Une possible confirmation du virus Ebola dans les zones de santé de Mongwalu, Rwampara et Bunia mobilise les autorités sanitaires et les communautés locales. Ce vendredi, plusieurs établissements scolaires ont déjà pris des mesures de riposte. À l'école Bakita et au complexe scolaire Fabia, 2 kits de prévention sont installés pour protéger élèves et enseignants. Et surtout comme on a dit nous avons déjà les informations par rapport à cette maladie qui vient encore d'apparaître. Nous avons déjà prévu des tanks, nous avons acheté des infectants où nous plaçons partout dans l'entrée. Nous avons des entrées, une est là, l'autre est ici, juste pour que nos élèves à chaque entrée et tous les visiteurs qui doivent entrer dans notre école puissent d'abord se laver avant d'entrer dans la cour scolaire. Comme nous aussi, nous les faisons ici à l'école, nous voudrions que les parents aussi fassent la même chose à la maison. Qu'ils aient des savons, dès que l'enfant a touché une saleté, qu'ils se lavent directement pour qu'il n'y ait pas contamination de cette maladie. Nous avons prévu d'abord pour les personnels éducatifs qui ont déjà les masques. Et je crois que prochainement pour les parents aussi, nous demanderons aux parents aussi de faire de même. Du côté de la division provinciale de la santé, les réunions d'analyse se multiplient pour évaluer les alertes et préparer une réponse rapide. Les autorités insistent sur la vigilance et le respect strict de mesures de prévention afin d'éviter la propagation du virus. L'RDC n'a pas abandonné ses filles et fils réfugiés au Burundi ayant fui les violences et sécurité dans l'est de la RDC. Une mission parlementaire est déjà sur place à Bujumbura pour assister et porter secours à ses compatriotes chassés de l'est de la RDC par les violences. La mission est conduite par le député national Mwanda Singoma. C'est un reportage de Tété Bongunja et Guy Kitoko.
Après avoir parcouru le Grand Nord Kivu dans le cadre du programme humanitaire, l'honorable Mwanza Missisingoma et son équipe se sont rendus à Bujumbura dans le cadre de réconfort et de la solidarité à des familles congolaises qui ont trouvé refuge dans ces pays voisins, fuyant les atrocités de la guerre. Cette initiative a déjà permis d'apporter assistance à plusieurs compatriotes repliés à Beni, Butembo, majoritairement venus de Goma, Niragongo, Rutshuru, Masisi, Walikale et du sud de Lubero. C'est le tour de Bujumbura d'accueillir cette mission humanitaire en faveur de nombreux compatriotes réfugiés et enfouis les violences et l'insécurité dans l'est de la RDC. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que ces populations congolaises d'abord n'aspirent qu'à une seule chose, c'est à retourner chez elles, donc pour pouvoir reprendre leurs activités d'élevage et d'agriculture. Mais la résilience, je dirais, de ces populations déplacées, parce que ce soit les enfants, les mamans, ont montré que malgré les souffrances de la guerre, ces populations ont quand même gardé un certain courage, en sachant que leur pays reste le Congo et qu'un jour ils vont y retourner. Donc nous étions là pour les assurer que nous partageons ce même espoir et ce même désir et volonté d'en finir avec la guerre et de pouvoir accompagner nos frères et nos sœurs qui vivent aujourd'hui dans le camp de Chichemere. La majorité des réfugiés présents à Bujumbura proviennent notamment d'Uvira, Bukavu, Fizi, ainsi que d'autres localités du sud Kivu. À travers cette mission dénommée Debout la patrie, l'honorable Mwanza Amissi et toute son équipe réaffirment leur engagement humanitaire et patriotique en faveur des populations vulnérables et déplacées. Fini les parcours du combattant pour obtenir le permis, la licence et l'autorisation d'investissement en RDC. Un guichet unique dédié aux investisseurs sera bientôt opérationnel. Objectif, centraliser toutes les procédures hors commerce extérieur. Le ministre de temps au plan, Gulen Nyembo, a lancé les travaux de réflexion pour la mise en œuvre de ce guichet. Yvette Makoutima nous en parle. La mise en place d'un guichet unique s'invite de nouveau sur les débats publics. Ce guichet servira à centraliser les procédures de délivrance des permis, licences et autres autorisations administratives liées au commerce extérieur. Le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement pilote cette réflexion a rappelé aux différents acteurs des institutions concernées que ceci vise à simplifier les démarches administratives, d'harmoniser les procédures et renforcer ainsi l'efficacité des services publics au bénéfice des investisseurs. Entre le ministre d'État au plan, Gulen Nyembo et ses différents acteurs, il était aussi question de la digitalisation des services, de l'interconnexion des administrations, ainsi que les perspectives d'unification des mécanismes existants en vue de construire un système attractif pour les investissements en République démocratique du Congo. Cette initiative marque une nouvelle étape dans l'ambition du gouvernement de faire de la RDC une destination plus compétitive et favorable aux investissements. La RDC a vendu ses rêves en Afrique du Sud lors des travaux Africa Travel à Indaba. Lors de ces grands messes du tourisme continental, le ministre congolais Didier Mazenga a vendu toutes les potentialités de son pays pour attirer les investisseurs. Vital Pagabita pour les détails. Encore une belle opportunité pour faire connaître les potentialités touristiques de la République démocratique du Congo. La foire internationale d'Indaba en Afrique du Sud a permis à tous les pays du monde d'étaler dans leurs stands respectifs ce qu'ils ont de meilleur dans le domaine touristique. Le ministre du Tourisme, Didier Mazenga Mukanzu, revient sur les temps forts de cette rencontre internationale. Foire internationale d'Indaba est une vitrine de manière particulière pour l'Afrique et de manière générale pour le monde entier. Et c'est ici chaque pays et chaque nation présente ses potentialités touristiques. Il est temps, nous aussi, la RDC, de pouvoir s'installer et parler de notre pays, parler de ce que nous avions comme biodiversité, et parler de ce que nous avions comme faune et flore. Et dans ce cadre que nous avions installé ici à cet espace, notre stand, pendant les 3 jours prévus pour l'organisation du foire international. Le tourisme
est en train d'évoluer, notamment le tourisme culturel, économique et sportif, ainsi de suite, et tel que nous l'avions organisé pendant la CAN au Maroc, nous organisons pendant le mondial. L'occasion était également propice pour inviter le monde à venir en RDC découvrir ces merveilles. En mission à Kampala, en Ouganda, avec la délégation congolaise, le directeur de l'Office des routes en charge des ponts et chaussées a mis en lumière l'importance capitale des infrastructures routières, notamment l'axe Kasindi-Beni. René Tskoulonga nous en dit plus. La route nationale 4, en particulier le tronçon Kasindi-Beni et son prolongement vers Kampala, Ouganda, constitue un corridor économique vital reliant l'Est. Sa modernisation accélère les échanges commerciaux régionaux et réduit drastiquement les coûts logistiques, souligne le directeur de l'Office de route, José Kwambengo Isangi, chef des départements des ponts et chaussées. C'est une route d'entrée et de sortie du trafic de marchandises. Toutes les productions de la RD Congo qui doivent sortir à partir de l'Ouganda, ça sort à partir de la nationale numéro 4. Et les produits, nos importations qui doivent entrer par l'Ouganda, ça entre aussi par la nationale numéro 4. Donc c'est une route extrêmement importante. C'est à partir de cette frontière que la RD Congo est desservie pour alimenter même Kisangani. Parce que pour arriver à Kisangani, vous avez deux frontières. Vous avez la frontière de Kasindi et la frontière de Goli. Et c'est comme ça que le président de la République, avec sa vision de modernisation du pays, sa vision de connectivité, on est en train de travailler. Les efforts que le président de la République est en train de fournir, nous devons les soutenir, nous devons l'accompagner impérativement. Nous devons nous imprégner pour que les objectifs soient atteints et que le pays soit développé. Cet axe stratégique de près de 80 km pour sa section transfrontalière vise à la modernisation, à l'intégration régionale, à la croissance économique et à la coopération bilatérale. La ville de Kindu relève petit à petit la tête face aux érosions qui dérangent sur les sites Sonaïdro. Les travaux anti-érosifs ont déjà dépassé 80% d'exécution. Autre signal fort, la résidence officielle du gouverneur est aussi en pleine réhabilitation. Deux grands chantiers financés par la Banque mondiale, nous en disent Ricky Nzouzi et Patrick Kachala. Il y a une volonté politique manifeste dans la province du Maniema, illustrée par l'exécution des travaux des infrastructures en cours à Kindu, chef-lieu des provinces, dont la lutte anti-érosive. Il y a eu l'érosion, bien sûr, due à l'investissement de l'ancien ouvrage. Nous avons redimensionné cette fois-ci à un ouvrage de 3 mètres sur 4, un canal long de 5 et 12 mètres, pour pouvoir répandre toutes les eaux. Après avoir démoli, nous avons stabilisé les fonds pour faire les radiers. On a élevé le mur en béton cyclopéen et puis l'infrastructure cette fois-ci des poutres et la dalle en béton armé. Travaux réalisés à plus de 80% aujourd'hui grâce à l'appui financier du gouvernement central et à l'esprit managérial du chef de l'exécutif provincial Moïse Moussa Kabwa Nkubi. Par rapport à l'avancement des travaux, on a eu l'intervention du gouverneur Moussa Kabwa Nkubi Moïse, qui a fait des plaidoyers au niveau national pour arracher quand même les financements pour terminer ces travaux. Avec les imprévus, nous comptons remettre l'ouvrage fin juin. Toujours à Kasuku, le gouvernement provincial s'est engagé à la réhabilitation de la résidence officielle du gouverneur longtemps abandonnée. Une autre infrastructure partie du niveau 0, c'est cette première bibliothèque du Maniema à l'initiative du gouverneur Moussa en construction à Kindu, rez-de-chaussée +1, avec une salle polyvalente qui portera le nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une manière pour le Maniema de marquer sa nette reconnaissance au chef de l'État.
L'RDC vient de remporter une bataille judiciaire face à la Tanzanie à Arusha devant la juridiction d'arbitrage. L'OGEFREM vient de gagner un procès sur le contrat qui les lie avec Atlas Logistique. L'entreprise congolaise a démontré que ces contrats étaient irréguliers selon les explications du PCA de l'OGEFREM. Suivez le détail avec Rodé Panda. Résiliation du contrat et victoire judiciaire obtenue à Arusha en Tanzanie dans le procès opposant l'Office de gestion du fret multimodal OGEFREM, établissement public congolais et Atlas Logistique. C'est la conséquence du non-respect par ces sociétés des procédures administratives et réglementaires en vigueur au sein de l'Office. La procédure judiciaire engagée par Atlas Logistique devant une juridiction d'arbitrage à Arusha a bénéficié à l'OGEFREM. Précision donnée par le président du conseil d'administration, Amisi Makutano. On n'avait pas respecté la procédure normale. Vous le savez, dans nos textes qui réglementent le conseil d'administration et l'office en général, vous devez comprendre que tout contrat, au préalable d'être signé, doit passer par le conseil d'administration. Et la signature doit intervenir à son sein, c'est-à-dire au niveau de l'installation du conseil d'administration. Mais malheureusement, ces contrats avaient été signés entre un directeur général et cette société, en violation des textes réglementaires de l'office. Et aussitôt arrivé, les dossiers nous avaient été présentés. Et nous aussi, on devait respecter les principes. Parce qu'il est recommandé à tout mandataire, aussitôt nommé, vous avez le devoir de maîtriser les textes qui réglementent l'entreprise, l'établissement ou un service public de l'État. Nous étions au travail et bien entendu, on avait compris que c'est un contrat qui n'avait respecté aucune procédure et par conséquent, c'était méconnaissable au niveau du conseil d'administration. Et là, on avait donné des orientations et surtout des décisions qui devaient être prises par la direction générale. Et cela avait été fait. Et ce qui démontre même les documents qu'il y a au niveau du Conseil national de sécurité, qui avait emboîté les pas justement pour appuyer la décision du conseil d'administration. Et donc, depuis notre avènement jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas Atlas comme partenaire de l'OGEFREM. Selon ces explications, la société avait attaqué l'OGEFREM en 2023. Après près de 2 ans de procédures, la justice aurait finalement donné raison à l'établissement public congolais en 2025. Le calme revient à petits pas dans le Grand Bandundu après des années de violence, d'affrontements et d'insécurité. Les signaux d'un retour progressif à la paix commencent à émerger. À Kwamut, par exemple, plusieurs miliciens Mobutu ont déposé leurs armes et quelques effets militaires, des biens réceptionnés par le ministre délégué à la Défense et les Airs Tambouy. C'est un reportage de Serge Merlin-Mata. Durant plus d'une semaine, cette mission officielle de sensibilisation active, dépêchée par le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants, avec l'appui des FARDC, s'est rendue dans les Maïndombe, plus précisément dans les territoires de Kwamut. Parmi les villages visités figurent Chamakou, Mebe, Betani et Mboloko. Question d'échanger avec les habitants s'ils vivent ensemble, la fin des hostilités et inciter les derniers miliciens Mobutu à rejoindre les processus de paix. Un message bien capté. La preuve, sur place, quelques effets militaires ont été récupérés et remis au FARDC. Au total, 6 armes, dont 3 AK-47, une mitrailleuse, des bombes ainsi que des chargeurs et missiles. La joie était perceptible sur les visages des populations de ces différents villages, soucieux de revoir les territoires pacifiés. De retour à Kinshasa, la délégation s'est dirigée au cabinet du ministre délégué à la Défense nationale pour faire la restitution et présenter les rapports de la mission. À cette occasion, Elezetombe Pochi, ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants, a remercié la délégation pour les travaux abattus sur le terrain. Il a en outre réitéré sa détermination à poursuivre la restauration de la paix dans cette partie du pays, jusqu'au retour définitif des déplacés dans les territoires respectifs. Cette mission, rappelons-le, s'inscrit dans la continuité des efforts de pacification pour endiguer les phénomènes Mobondo dans les Grands Bandundu, qui a causé de nombreux morts et déplacés.
L'université de Kikwit a organisé la 3e édition de la conférence débat sur la justice militaire congolaise, une conférence qui a pour thème le jugement des civils devant les juridictions congolaises. Suivez. Vendredi 15 mai 2026, l'université de Kikwit a accueilli la 3e édition de la conférence débat de l'école Skiré sur la justice militaire congolaise, organisée en collaboration avec la faculté des droits de l'UNIKIK, cela après l'université de Kinshasa et l'université Nouveau Horizon de Lubumbashi. Placé sous les thèmes le jugement des civils devant les juridictions militaires congolaises, incompétence ou nostalgie, cette grande messe scientifique qui rassemble les principaux acteurs des juridictions militaires et civiles ainsi que les avocats et étudiants a connu 4 interventions. D'abord celle du professeur Espoir Massamanki, axée sur l'état de droit congolais sur la question du jugement des civils devant les juridictions militaires. Il a démontré qu'en l'état actuel du droit congolais, les civils ne peuvent pas être déférés en temps de paix devant les juridictions militaires. Ces derniers soulignent que le juge militaire doit respecter la Constitution et les autres lois intervenues dans le cadre de la réforme de la justice militaire congolaise post-2002. Après les exposés de chaque intervenant, la phase d'échange s'est ouverte où le participant majoritairement praticien de droit se sont plongés dans un débat contradictoire purement scientifique. Les civils sont justiciables devant les juridictions militaires lorsqu'ils commettent les crimes prévus et punis par la législation militaire, a soutenu le capitaine magistrat Roch Bougitou. Au terme de ces grands forums scientifiques, le professeur Espoir Massamanki, vice-gouverneur de la province de Kwilu, a lancé un appel au respect des textes légaux. Il a insisté tout de même sur le fait que le droit à appliquer doit être conforme au droit et non à la nostalgie. Quand on parle de l'état de droit, on sous-entend le respect au texte. Et tout au long de notre conférence, nous n'avons cessé de rappeler que le juge militaire devra respecter le texte. Et quand on dit le texte, c'est la loi. L'école Skiré qui organise cette matinée scientifique a été présentée par l'un de ses membres comme une école de pensée en droit pénal dans toutes ses dimensions. Longtemps confrontés à l'isolement, plusieurs localités du territoire de Lukala pourraient bientôt tourner la page du désenclavement. Au cœur de cette ambition, la construction d'un pont stratégique sur la rivière Lukala, une infrastructure attendue depuis des années pour les populations locales. Regardons. Le territoire de Lukula au Congo central, bientôt désenclavé, grâce au projet de construction d'un pont d'une importance stratégique sur la rivière qui porte son nom, destiné à relier les secteurs de Tchanga Sud et Patou et à faciliter la circulation aisée des personnes et de leurs biens dans ces coins de la République. L'honorable député national Jonas Tsundu Tsundu, initiateur de ces projets et qui conduit une forte délégation de l'Office des routes de l'ACGT sur terrain, explique l'importance de ce pont. Là, nous sommes devant la rivière Lukula, qui sépare les secteurs de Tchanga Sud et les secteurs de Patou. Et un peu devant là-bas, il y a aussi une limite entre Patou et Sekeband. Et donc, si ce pont ici est arrangé, comme ça nous a été promis par les ministres, le pont ici va nous relier non seulement avec Patou, mais avec les territoires de Sekibanza. Merci au chef de l'État pour avoir accepté notre lettre au travers de votre ministre des STPR. Merci à la première ministre pour des orientations claires pour notre demande que nous avons faite. La délégation a procédé à l'évaluation du site devant accueillir cet ouvrage. Pendant ces échanges avec la population bénéficiaire, le député national Jonas Tsundu Tsundu a remercié le président de la République et la première ministre pour avoir répondu favorablement aux doléances de la population de Lukula, tout en demandant à cette même population de soutenir le président de la République et les actions du gouvernement. Jonas Tsundu Tsundu a transformé ainsi les doléances de la population en actions concrètes et salutaire. L'heure de vérité a sonné pour le programme national de développement agricole à Chikapa dans le Kasaï. À mi-parcours, ce programme agricole passe au crible de la Banque mondiale et du gouvernement. Une mission conjointe est sur place pour évaluer les avancées sur le terrain et traquer le goulot d'étranglement qui freine la production agricole. Regardons.
Toutes les parties prenantes du programme ont pris part à une réunion de briefing de la mission de supervision conjointe où les opérateurs techniques de mise en œuvre HPP Congo, INOPS et IPEP Kassai ont présenté les résultats obtenus et les défis à relever pour l'atteinte des résultats du programme. Mardi 12 mai 2026, la mission a défié les bancs de sable et les flaques d'eau des pistes mal entretenues du secteur de l'Entre-Kassai-Kabambaï pour se rendre au village Chipangu où les petits exploitants ont fait un travail remarquable dans les champs semenciers communautaires et dans les champs individuels. Les petits exploitants agricoles ont exprimé leurs recommandations auprès de la mission qui a promis d'y apporter des solutions. Madame Nathalie Kapunga est responsable nationale chargée de suivi et évaluation au PNDA. Le gouvernement et la banque descendent sur le terrain pour palper du doigt les réalités du terrain. Qu'est-ce qui est fait sur le terrain? Donc alors nous sommes venus à Chipangu pour voir les activités qu'ils sont en train de mener. On a vu les AVEC, on a vu les champs communautaires, les champs individuels de maïs. Donc toutes les activités qui sont en train de mener sur le terrain. Professeur Patient Panzou et Kotitiel d'IPNDA à la Banque mondiale. Une bonne impression parce qu'on sent qu'il y a un début de structuration de producteurs agricoles. Comme vous le savez, les projets ont aussi pour objectif l'amélioration de la productivité agricole. Et donc, ce que j'ai vu, ça promet par rapport à une productivité qui s'améliore avec le début des activités du projet et on espère que ça va continuer dans l'avenir et même au-delà de la période de clôture du projet. Dirigeant de l'université de Kisangani était face à la communauté universitaire pour une évaluation réunie en assemblée générale. Ces dirigeants ont présenté tout le travail déjà accompli par les comités de gestion PATO. Suivez. Près de 10 mois après leur installation à la tête du comité du personnel administratif, technique et ouvrier de l'université de Kisangani, les membres du comité Dieu merci Tempele ont présenté leur bilan à mi-parcours devant l'Assemblée générale. Face aux agents réunis pour l'occasion, le président du PATO de l'UNIKIS a dressé un tableau qu'il juge encourageant. La mécanisation de certains collègues, l'obtention de 50 nouveaux agents payés qui témoignent la bonne foi de notre employeur, l'obtention et augmentation de l'enveloppe funèbre du personnel. Toutes ces réalisations, certes modestes, traduisent notre volonté de travailler pour le bien-être collectif. Présente à cette rencontre, la secrétaire générale administrative de l'UNIKIS, Mme Charlie Andirou, a salué ces avancées et encouragé les agents à maintenir leur engagement pour le bon fonctionnement de l'université. Dans leur déclaration à la presse, les membres du PATO ont surtout réaffirmé leur soutien au comité de gestion dirigé par le professeur Mathieu Kirongo Zibometa, qu'ils considèrent comme un nouvel espoir pour redresser une université confrontée à plusieurs défis. Nous venons exprimer toute notre gratitude à cette équipe, pétrie de talents et de volontés novatrices placées à la tête de la prestigieuse université qui, avec amour et abnégation, ne cesse de poser des actes hautement louables et bienveillants envers les agents que nous sommes, à savoir l'augmentation significative de la prime de transport, communément appelée prime locale, les dons à vivre frais et les autres denrées faits à tous les agents de l'UNIKIS. Tout en saluant les réformes engagées par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre Judith Suminwa et la ministre de l'Essuie Sombo Ayane Safi Mukuna, les PATO de l'université de Kisangani plaident pour l'intégration d'autres agents encore non pris en charge. Merci beaucoup Diane Balaka pour toutes ces informations. Dernier virage de ce journal, des centaines de bouillons opérés, mais cette fois-ci pour zéro facture. C'est le premier bilan de la campagne chirurgicale gratuite à Kisangani dans la province de la Chopo. Face à la presse, le responsable humanitaire et médecins ont salué la mobilisation. Des consultations et des blocs opératoires ont été ouverts aux plus vulnérables. Regardons. Cette rencontre de plus d'une demi-heure avec les journalistes de Kisangani, toutes tendances confondues, a permis à ces derniers d'être éclairés sur le bon déroulement de cette mission humanitaire. Celle-ci a consisté à une prise en charge médicale et chirurgicale gratuite assurée par de médecins spécialistes et chercheurs russes qui ont administré des soins de qualité à la population de la Chopo.
Prenant la parole au nom de toute la délégation, la chef de mission a reconnu que malgré les efforts fournis, les besoins médicaux restent encore énormes au sein de la population. Nous sommes très contents, nous sommes à l'endroit voulu, on n'a pas fait d'erreur. Nous sommes prêts à aider vos médecins, qu'ils aient plus d'expérience. Et vos médecins restent aussi travailler 2 fois le jour à plus de 1000 patients. On va planifier que les spécialistes médecins viennent chez nous en Russie. On va aussi envoyer des étudiants pour étudier. Также наши преподаватели смогут приезжать к вам. Et nos professeurs russes aussi vont venir chez vous. Когда вернемся в Москву. Quand on va retourner à Moscou. On a des gens qui sont prêts déjà à envoyer les médicaments au Congo. И когда я вернусь в Москву, у меня должна с ними состояться встреча. Et quand je vais retourner à Moscou, on va se mettre à parler avec eux. Pour l'honorable docteur Ladiyango Tikala, cette mission constitue un pari gagné pour cette équipe de 10 médecins, chacun évoluant dans sa spécialité et qui a réussi à sauver plusieurs vies dans le cadre purement humanitaire. Je me sens dans une joie immense. Immense parce que nous avons rendu les sourires aux malades. Nous avons donné les sourires aux Congolais. C'est après cet échange avec la presse locale que ces médecins ont pris congé des journalistes dans une ambiance très conviviale. C'est fini pour ce journal de la mi-journée, un journal co-présenté avec Odienne Balaka Mbombo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 19h avec Marie Kalong. Au revoir. La République démocratique du Congo, à jamais égale à elle-même. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde. La culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio.